Bonsoir. Bonsoir. Les forums sont remplis. Je vais demander à Madame Ricard également pour ces des conseillers, s'il vous plaît. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maurice. Présent. Madame Sophie Le Dréant-Kennedy. Et absent excusé pour la séance de ce soir, à donner pouvoir à Madame Sophie Gaillard. Monsieur Patrick Dumas. Excusé pour le début de séance, il a donné pouvoir à Madame Marzin pour ce début de séance. Madame Ghislaine Marzin. Présente. Madame Marie-Édith Massé. Présente. Madame Françoise Leray. Elle est excusée, il a donné pouvoir à Monsieur Alain Maury. Monsieur Mathieu Jontès. Monsieur Serge Brave. Présent. Madame Gaëlle Estrie. Excusé, a donné pouvoir à Madame Marie-Édith Massé. Monsieur Laurent Jeanne. Excusé, a donné pouvoir à Monsieur Jean-Michel Pénard. Madame Sylvie Virol. Présente. Monsieur Michel Loret. Présent. Madame Béatrice Vallet. Présente. C'était moi. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Jean-Michel Pénard. Présent. Monsieur Éric Jouble. Absent excusé. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Mollet. Excusé pour le début de séance, elle voulait pouvoir à Monsieur Serge Abraham. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertin. Absent excusé. Madame Séverine Bougard. Présente. Madame Élise Carpier. Présente. Madame Lisa Klimec. Absent excusé, donner pouvoir à Monsieur Mathieu Jaltès. Madame Isabelle Lemarchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Absent excusé, donner pouvoir à Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Monsieur Yves Ferré. Présent. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Merci. Je sollicite une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat. C'est-à-dire Père Telfel. Bien. Début de séance, l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des remarques? Un point particulier, nous validons le procès-verbal de la séance précédente. Le premier point à l'ordre du jour, un point sur l'urbanisme. Pour cela, nous accueillons M. Coutances. Je laisse M. Maury faire la présentation. Chapeau, et j'invite M. Coutances. Donc, le pôle intergénérationnel Agora, compte rendu annuel à la collectivité pour 2023. Vu la lettre de M. le maire en date du 26 septembre 2024 à la SCCB La Vosges et la SHLM du Foyer, sujet notamment des prix de vente des logements, fut la présentation du compte rendu annuel à la collectivité en commission d'urbanisme le 19 novembre 2024. En délibération, en date du 26 septembre 2018, le conseil municipal a décidé de lancer la procédure de désignation d'un concessionnaire pour la réalisation du projet de pôle intergénérationnel. En délibération en date du 26 juin 2019, le conseil municipal a désigné le groupement CECIB, SAHLM Les Foyers, Arch Immobilier Promotion, Construction AIPC, en qualité de concessionnaire d'aménagement et de lui confier, en application des dispositions des articles L300-4 et R300-4 et suivants du Code de l'urbanisme, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement dans le cadre d'une concession d'aménagement. Le traité de concession et toutes les pièces afférentes ont été signés le 16 juillet 2019. Les sociétés CECIB et Arch Immobilier Promotion Construction, souhaitant simplifier juridiquement la réalisation des lots qu'elles construiront, ont choisi de créer une société civile de construction-vente à cet effet, dénommée la SCCB La Vosges. Cette substitution a été actée par délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 2020. Conformément aux dispositions de l'article 18 de ce traité, le concessionnaire adresse annuellement à la collectivité, pour examen et approbation, un compte-rendu financier
comportant notamment le bilan prévisionnel global actualisé, le plan global de trésorerie actualisé, un tableau des acquisitions et des cessions immobilières réalisées, une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération. Monsieur Coutances va donc nous faire une présentation et de commentaires de ce CRAC pour l'année 2023. Monsieur Coutances, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir monsieur. Donc Eric Coutances, je suis directeur de programme donc à la CECIB. Donc CECIB, comme l'évoquait monsieur Maury, fait partie donc, de la SCCV La Vosges, donc un des co-promoteurs avec Arch Immobilier. Et nous sommes également associés, comme vous avez pu le voir, avec la SHLM DSB Les Foyers, qui représente la maîtrise d'ouvrage de la cité Obélie, donc le logement senior locatif social. Donc par rapport donc, au compte rendu d'activité, donc ça fait donc aujourd'hui le quatrième que nous présentons devant la municipalité. Donc tout l'historique du projet aujourd'hui se résume surtout à ce qui a pu se dérouler sur l'année 2024 et en particulier donc en début d'année, en janvier 2024, nous avons déposé un permis de construire modificatif qui nous permettait d'intégrer les quelques petites modifications qui ont eu lieu à travers le chantier par rapport à l'autorisation d'urbanisme initiale. On est suivi donc en mars 2024 à la livraison du bâtiment B, donc la deuxième partie, sachant que le bâtiment A, première partie, elle était livrée fin d'année 2023. Et en juin 2024, nous avons obtenu donc, le permis de construire en modificatif, ce qui nous a permis d'être en régularisation administrative vis-à-vis de l'autorisation d'urbanisme. Donc ce permis de construire modificatif a été affiché pour le recours des tiers. Il n'a pas fait l'objet de recours de tiers ou de déféré administratif, puisque l'administration aussi pouvait intervenir sur l'autorisation administrative. Donc aujourd'hui, nous avons un permis de construire modificatif qui est purgé de tout recours. Pour les échéances prévisionnelles donc, à venir, donc, nous avons aujourd'hui, donc nous sommes déjà en contact et on a des réunions de travail avec la ville pour la rétrocession des parties communes, puisqu'il y a des parties communes qui vont être rétrocédées à la ville de Melesse. Il y a également, comme vous pouvez le voir aujourd'hui physiquement sur place, des places de stationnement aussi qui sont à vocation donc, de stationnement public. Et compte tenu qu'on a obtenu ce fameux permis de construire modificatif qui nous permet d'être en régularisation, toutes les modifications portées sur le projet, nous allons pouvoir déposer la déclaration d'achèvement des travaux, ce qui nous permettra d'obtenir une conformité des travaux donc, qui est soumise donc, à une visite d'un service instructeur ou d'un tiers extérieur en fonction de la composition de cet organisme vis-à-vis des interventions qu'elle peut avoir vis-à-vis de la collectivité. Donc, après, dans la note de conjoncture, donc, vous avez un état d'avancement qui vous représente tous les éléments qui ont été exposés, validés auprès de la collectivité. Donc on pourrait s'attarder plutôt sur la fin de ce tableau, où par rapport donc, aux éléments que je vous ai exposés, par rapport donc, le permis de construire modificatif, nous l'avons déposé le 16 janvier 2024 précisément. Nous avons donc eu une notification du délai d'instruction le 13 février et ça nous a permis ensuite, suivant l'instruction de celui-ci, d'obtenir définitivement ce permis le 26 juin 2024. S'en est suivi, comme je vous l'évoquais, le 25 juillet 2024 d'un premier constat sur site par l'huissier. Et ensuite, donc, nous avons eu un second constat et un troisième, puisque véritablement nous devons faire 3 affichages, en tout cas constater par 3 fois l'affichage sur site pour éviter toute forme de recours. Et donc, comme vous pouvez le voir à travers le document, donc, le 27 octobre, aujourd'hui, donc, depuis le 27 octobre, le permis de construire modificatif est maintenant purgé de tout recours. La déclaration d'achèvement, donc on l'a prévu déposer en décembre. Donc ça va aussi correspondre un petit peu avec les échanges que nous avons aujourd'hui avec la collectivité sur la phase de rétrocession. Donc après, voilà, décembre 2024 ou janvier 2025, en soi, il n'y a pas de problématique sur les délais de dépôt de cette déclaration d'achèvement de travail. On avait ensuite, à travers ce document, donc une présentation de l'état d'avancement sur la partie travaux.
Donc comme je vous l'évoquais, le premier trimestre 2024 était surtout la logique et l'achèvement de cet ouvrage. Donc, en particulier en janvier, donc, on avait démarré tout ce qui était équipement dans le bâtiment B, puisque le bâtiment B, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, était donc le dernier bâtiment à livrer. Ensuite, en février, c'était la phase de finition, donc ce qu'on appelle une. On commençait déjà à lever quelques réserves de travaux avec les entreprises. Et puis c'est réalisé donc, en mars 2024 la livraison du bâtiment B, ce qui concluait la livraison finale de l'opération, à la fois pour nos acquéreurs. Il y avait également, à travers ce bâtiment B, il y avait le pôle santé. Il y avait également les 2 cellules commerciales aussi qui étaient attachées à ce bâtiment B. Donc, voilà. Fin mars 2024, nous avons donc réalisé la livraison globale de l'opération aux différents preneurs. Comme l'évoquait M. Maury, il y avait donc aussi à travers ce CRAC à vous présenter l'état d'avancement de la commercialisation. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus aucun produit à vendre sur ce programme. Donc on s'est félicité, on peut se féliciter aussi d'une réussite commerciale. Nous avons très rapidement atteint les taux de pré-commercialisation et ensuite une commercialisation, on va dire, aboutie. D'ailleurs, c'est ce que nous avait présenté dans le précédent track. On avait déjà tout réservé ou vendu. Donc pour l'état de commercialisation, nous n'avons pas de stock dur pour cette opération. Donc voilà, c'est un vrai succès, on s'en satisfait. On arrive sur la présentation des chiffres, en particulier sur l'aspect bilan prévisionnel. Donc là, on arrive maintenant à identifier l'atterrissage, financièrement parlant, de cette opération. Donc on reprend toujours en comparaison avec l'offre initiale du traité. Donc vous avez donc la charge foncière qui s'était traduite par une économie. Cette économie, comme évoqué dans le document, a été bénéfique aussi pour la collectivité puisque nous avons répercuté cette économie sur les prix de vente de la crèche et de la salle commune, ce qui a été préférable pour la collectivité d'avoir un prix de vente plus compétitif et donc à travers cette économie sur la charge foncière. En termes de travaux, donc nous avons aujourd'hui un atterrissage qui nous fait arriver à 1 217 959 en plus. Donc ça correspond à l'intégration par rapport à l'offre initiale du pôle santé en termes de travaux. On a eu aussi tous les déboires que nous avons connus à travers les augmentations du coût de matières premières. On a eu un dépôt de bilan, un peintre. Voilà, donc toutes les problématiques rencontrées, je dirais, dans le cadre d'une construction classique et avec un contexte aussi qui ne nous a pas permis de maintenir un coût de travaux par rapport à l'offre initiale. Nous avons des économies d'échelle également sur les honoraires, compris imprévus. Donc là c'est pareil, c'est des négociations avec la maîtrise d'œuvre, avec les prestataires intellectuels, ce qui nous a permis de générer donc, une économie d'environ 194 000 € hors taxes. Par rapport donc, à la partie frais, donc, qui englobe plein d'éléments, donc les taxes d'urbanisme, les frais financiers donc, qui sont liés à nos emprunts, la publicité, donc les frais qui nous ont permis en tout cas d'engager des processus de communication pour valoriser le projet et ensuite bien sûr attirer donc, les prospects qui ont finalement signé leurs achats avec nous. Les assurances, donc l'assurance à la fois construction et puis assurance pour la maîtrise d'ouvrage, et puis toutes les garanties aussi financières, la garantie GFA, donc la garantie qui permet aux futurs acquéreurs d'être assurés que financièrement parlant, il pourrait y avoir une continuité des travaux si jamais les promoteurs avaient eu des déboires. Donc, ce qui fait que par rapport à ce poste de dépenses, on arrive à plus de 272 000 €. Là, c'est l'atterrissage quasi final.
faut savoir qu'au niveau des assurances, on a eu notre appel de primes qui correspond donc au prix de revient définitif des travaux. Donc, comme on a fait quelques travaux supplémentaires, il y a obligatoirement une quote-part supplémentaire aussi à prendre en compte sur les assurances. On a aussi l'atterrissage des frais financiers qui, en fonction des taux bancaires, a aussi connu quelques hausses, d'où l'écart qui est précisé dans ce document. Le troisième ou deuxième volet, en tout cas par rapport à ce bilan prévisionnel, on a le poste gestion de la promotion, donc avec 3 éléments. Les frais de gestion qui correspondent donc quelque part au salaire ou en tout cas la rémunération de la maîtrise d'ouvrage. On a un léger dépassement de 93 000 € puisque ces frais de gestion sont alignés sur le chiffre d'affaires qui est consenti. Donc si le chiffre d'affaires augmente, mécaniquement ces frais de gestion augmentent. Ce qui est également le cas pour les frais de commercialisation puisqu'on a un léger dépassement de 93 000 €. Et on a aussi donc, le troisième poste concernant donc, la gestion et la promotion de l'opération, donc la marge nette, qui est également bénéficiaire de 143 000 €, qui est conséquente également des chiffres d'affaires et puis des économies aussi qu'on peut réaliser sur le poste. On arrive donc sur un atterrissage aussi des prix de vente définitifs, puisque on était globalement avant sur les précédents cracks sur des prix prévisionnels. Donc compte tenu que tout est vendu, on peut aujourd'hui statuer sur le chiffre d'affaires réalisé, ce qui porte aujourd'hui les prix en accession libre à 3 450 € moyen. Et le pôle enfance qui a bénéficié, comme je vous l'ai évoqué, de l'économie sur la charge foncière, on arrive donc à un prix de vente moyen de 3 049 €. La salle commune également qui a bénéficié de l'économie sur la charge foncière, nous arrivons donc sur un prix de vente à 2 449,60 €. Et les cellules commerciales donc, qui ont été vendues pour certaines brutes de béton et d'autres aménagées telles que la LDLR, on arrive à 2 419 € moyen. Et pour finir, le pôle santé, qui lui également a été vendu avec les aménagements intérieurs, à 3 119 € prix final. On est suivi, donc ça c'est notre partie, sur la partie senior locatif qui lui donc en a un prix de revient à 1920 € TTC. Ensuite, vous avez le bilan prévisionnel donc, de nos partenaires, la SHLM et Foyer. Donc on a également quelques fluctuations qui globalement génèrent plutôt une économie par rapport à l'offre initiale. On a une économie, alors, la charge foncière, on peut la reprendre par rapport à l'événement, en tout cas le poste que je vous ai identifié tout à l'heure, puisque là ça correspond aussi à une charge foncière puisqu'on aura vendu en cadre de la cession quelques places de stationnement, donc pour eux c'est une charge foncière, c'est d'où l'écart des 26 000 € qu'on avait. Et ensuite par rapport aux coûts de travaux, eux, dans leur frais de part à eux, ils ont une petite économie de 63 000 €. Quelques économies sur les honoraires, c'est ISO par rapport au budget global de la CCV, et une économie sur quelques postes d'actualisation aussi qui a la marge de 2 171 €, ce qui fait une économie je dirais d'environ 49 000 € sur le poste de dépenses lié donc au logement locatif social. En annexe à ce document, donc, vous avez le plan de financement récapitulatif avec les tas de dépenses et des recettes. Donc, il y a une précision sur les fluctuations, les raisons de ces fluctuations et puis l'atterrissage quasi définitif, donc, comme je l'ai évoqué, du montant global de l'investissement du pôle intergénérationnel. Et on a également en annexe de ce document le prévisionnel à terminaison, ce qui nous permet d'identifier les quelques postes de dépenses qui ne sont pas encore finalisés. On peut prendre en l'occurrence
l'exemple de la maîtrise d'œuvre, puisque quand on livre une opération, on a pendant une année après cette livraison, on appelle ce qu'on appelle l'année de parfait achèvement, où notre maîtrise d'œuvre est encore sollicitée pour veiller à ce que les petites imperfections soient résolues, les petits dysfonctionnements également résolus. Donc il y a une quote-part de leurs honoraires qui sont lissés sur l'année qui suit la livraison. C'est pour ça que par rapport au prévisionnel à terminaison, on a encore quelques dépenses qui courent jusqu'à mars 2025. Et c'est pour vous faire un peu la transition de l'ordre du jour numéro 2 sur l'avenant qui sera proposé également pour un délai supplémentaire par rapport à la mission de la maîtrise d'ouvrage sur le traité de concession. La délibération suivante à l'ordre du jour. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation du document. Je suis à l'écoute de questions. S'il y avait des précisions à apporter, des éléments que j'aurais mal précisés. Est-ce que vous pouvez revenir et expliquer au Conseil l'évolution des prix unitaires là, le traité initial et... Donc les évolutions par rapport au prix de vente, par rapport au prix de vente du livre, il y a donc une projection que nous avions faite par rapport au contexte que je vous évoquais des augmentations de la matière première, également une étude commerciale un peu plus poussée pour voir aussi quelle était l'appétence du marché sur les villes de Melès et faire une comparaison avec le marché aussi concurrentiel. Également et principalement sécuriser un coût de travaux qui nous permettait aussi de démarrer les travaux dans les délais qu'on s'était fixés aussi avec la ville. Pour le pôle enfance, comme je vous l'évoquais, c'est plutôt une baisse qui était liée à cette économie de charges foncières. La salle commune, c'est également le même cas. Et après, cellule commerciale ou pôle santé, on s'est référé à des prix de vente pareil sur une étude commerciale qui nous permettait d'identifier un prix moyen qui permettait, comme je l'évoquais, au regard du succès commercial, on peut se féliciter également de ne pas s'être trompé sur ce prix de vente, puisque s'il avait été trop haut, on aurait eu des problématiques de vente. S'il avait été peut-être trop bas, on aurait peut-être eu un déséquilibre aussi sur l'équilibre financier de l'opération. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, la mesure prise sur les prix de vente a été plutôt pertinente. Sachez que c'est un exercice assez compliqué pour nous opérateurs, parce que je vous évoquais le fait de bien se situer dans le marché. Il y a un contexte aussi qui peut aussi être délétère. Aujourd'hui, c'est délétère. Les gens sont un peu incertains sur l'avenir, donc ne se projettent pas non plus sur des achats de longue durée avec des investissements conséquents. Donc, trouver le bon prix aujourd'hui, un exercice assez compliqué. Ok. Merci de ces précisions. Donc ça reste un point qui est en discussion. En effet. Entre nous. Il va conduire à nous proposer l'approbation du compte rendu annuel à la collectivité, mais sans validation de cette majoration au stade de ce jour. Oui. Juste une précision pour l'ensemble du Conseil. Dans le cadre de l'article 14 du traité, lorsqu'il y a eu signature, l'évolution de la révision des prix de vente était liée à l'évolution de l'indice de référence pour la concession. C'est l'indice national des travaux publics, le TP01, qui, par rapport au prix de départ, en photographie de l'indice, et au moment de la commercialisation, photo de l'indice avec son évolution, où il y a eu effectivement une hausse, et le mécanisme du traité fixe logiquement le prix de vente. C'est là où effectivement, ce que dit Monsieur le maire, il y a discussion et point sur lequel on a échangé lors de la dernière commission d'urbanisme. Et lors de votre intervention, donc il y a un coût de travaux supplémentaire d'1,2 million. Vous parliez que le pôle santé, oui, par rapport à l'offre initiale, vous l'évaluez à combien l'augmentation par rapport au pôle santé? Il doit être de mémoire, je crois qu'il est à peu près à 800 000 dans ces zones-là. Je pourrais vous redonner les chiffres plus précis, mais c'est à peu près de cet ordre. Alors 800 000, c'est tout du pôle santé.
Alors, Non, c'est l'intégration, puisque quoi qu'il arrive, la coque en béton était globalement prévue, puisqu'il y avait dans l'architecture du projet, c'était prévu, et c'est plus, voilà, on a fait les aménagements intérieurs. il est évalué à combien l'augmentation? Je vous dis à peu près dans les 800 000 euros. L'aménagement intérieur? Oui. D'accord. Je pourrais vous redonner des Sur les 1 chiffres plus million, précis. sur les 1 million d'augmentation? Globalement, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que les murs extérieurs n'ont pas changé. Non, c'est ça. Bon, après, s'il y a eu des percées, Ah, des percées, oui. je pourrais vous faire une évaluation plus précise. Hein. Ouais, on veut bien. Monsieur Ferré? Oui, donc on attend, vous devez donner, je crois, avant fin novembre ou début décembre, par rapport à l'indice. Il y a un calcul d'augmentation, monsieur Maury, si je me trompe pas. Oui, la commission urbanisme a demandé effectivement par rapport au prix de départ, la façon dont, et l'indice que vous avez pris en termes de référence pour définir ce qui, au regard du traité de concession, j'entends bien, c'est pas au regard du prix commercialisé, mais au regard du traité de concession, quel était le prix normalement fixé. Et effectivement, Nous avons une échéance au 30 novembre que nous allons respecter. voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait pas mettre cette délibération au prochain... Ce que je propose, c'est qu'on délibère le compte rendu qui a été présenté là, mais d'indiquer dans la délibération que la majoration proposée des prix de vente n'est pas validée, compte tenu de ce qui est de discussions qui sont en cours, de rappeler l'application de l'article 14 du traité de concession qu'Alain Maury vient de rappeler tout à l'heure, là, et de rappeler que le tableau de synthèse du projet doit également être refourni, et ainsi que le prix initial du pôle santé indiqué dans les CRAC 2021, 2022, 2023, en particulier sur lequel vous posez votre question. Et pourquoi on ne peut pas tout voter au mois de décembre le prochain Parce que la conseil? présentation est faite. Parce que... Comment? Non, mais on n'a pas de date. Si, pour le crack, oui. Pour le crack, ça doit être validé sur... Oui, On est presque même un petit peu en retard. Il y a eu un certain nombre d'échanges qui ont fait qu'on est dans les délais, mais on est juste dans les délais. Donc c'est pour ça que dans la délibération qui est proposée, c'est d'approuver le compte rendu annuel. Oui, voilà. Mais d'indiquer par contre dans la délibération que le Conseil ne valide pas la majoration proposée des prix de vente. Et que nous on attend effectivement ce qui avait été évoqué en commission urbanisme. Donc comme je me permets, Oui. comme on disait en commission, donc le pôle enfance et la salle commune n'ont pas subi d'augmentation. On pas. Subi d'augmentation, n'ont Non. pas subi d'augmentation. Ce qui s'est passé, Yves, pour Mais par contre, c'est vrai que si les travaux par rapport à l'indice sont inférieurs aux 1,2 million d'augmentation, donc ce sont les logements privés qui subissent l'augmentation de plein fouet. Et comment répercuter ça aux acquéreurs actuels? Bon, il y a la vérification des chiffres qui est à faire d'abord. Ouais. Et c'est bien la raison pour laquelle on ne valide pas ce soir ces prix-là. Et cette vérification des chiffres qui a fait l'objet des premiers échanges entre nous et qui reste à être vérifiée complètement. Et ma question va plus loin, c'est pourquoi on n'a pas vérifié que le coût des travaux restait dans le cadre de l'augmentation indiciaire? Le coût des travaux, oui, je pense que c'est deux choses différentes. Il y a le coût des travaux d'une part, et vous savez, la notion de prix et de recettes d'autre part. C'est deux choses différentes. Non, mais les travaux ont été soumis à un indice, c'est ça? Non. Les travaux, nous ne connaissons pas et nous n'avons pas à connaître, c'est les marchés de travaux des promoteurs avec leurs entreprises. Mais ils ont des indices mais qui ne sont pas liés au même indice que celui de la concession. Voilà. Sur le traité de concession, il était clairement expliqué, il y avait un prix de départ, enfin le premier CRAC a donné un prix de départ, et il était convenu, en fait il y a deux choses, il y a, j'allais dire, le prix commercial de vente, qui est une vente de gré à gré entre un vendeur et un acheteur, et ce qui est contractuellement lié
nous, au traité de concession. Et dans le traité de concession, il était clairement écrit que le prix de vente, via le traité de concession, subissait éventuellement une hausse, une baisse à l'époque. Pardon, le prix de vente de quoi? Le prix de vente au mètre carré de chave, des logements et des surfaces. C'est ça, des logements privés. Accession libre. Des logements en accession libre. Bien d'accord. Tout à fait. Et donc c'est cet indice-là, en fait, on prend en photo l'indice au démarrage, on le prend au moment de la commercialisation, on regarde son évolution, et au prix de départ, on applique, je vais dire n'importe quoi, 14-15%, c'est 14-15% d'évolution. Voilà. Et c'est ce qu'on attend très précisément à l'échéance de fin novembre. Donc c'est très vite. De fin novembre 2024, on est bien d'accord. Voilà. Et juste pour revenir sur à la fois le pôle petite enfance et la salle communale, mais M. Coutances l'avait bien expliqué, au niveau de la charge foncière, il y a eu un coût moindre et il a été décidé que ce coût-là, on avait vu ça d'ailleurs également en commission, soit répercuté à la fois sur la salle communale, donc qui a diminué de fait le prix, et sur le pôle petite enfance, qui eux ont été vendus à un prix inférieur à ce qu'il était prévu initialement, si je ne me trompe pas. C'est ça. Non, mais on est bien d'accord que les logements privés, si le coût des travaux ont dépassé le prix initial plus l'augmentation de l'indice, ont été vendus plus cher. Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc on sort du contrat. C'est ça qui est en cours de discussion. Je veux vous l'entendre dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est pourquoi depuis 3 ans, on n'a pas suivi parce que on le sort juste maintenant. Parce que ça y est, là on est en train de On est en train de boucler l'opération. En fait, par rapport La au maîtrise crack, des travaux aurait dû être suivie par rapport à l'indice. On est dans un traité de concession. Hein. c'est-à-dire que le crack, depuis c'est le 4e, vous avez toujours eu des évolutions et on était toujours sur du prévisionnel. Et aujourd'hui, on arrive sur du définitif. Voilà. C'est à partir de là qu'il y a une conclusion. Sauf qu'on a un contrat au début avec un indice à respecter. Tout à fait, on est bien d'accord. Mais c'est maintenant, si tu veux, c'est maintenant que l'opération se boucle qu'on peut nous mettre en avant. C'est pour ça qu'on y a été attentif. C'est de mettre en avant. Expliquez-nous pourquoi le prix de vente n'est pas celui qui, contractuellement, était lié au traité de concession. On en revient toujours à la même chose, les acquéreurs privés ont payé plus cher. Les acquéreurs privés ont payé, ils ont le prix qui Je veux vous l'entendre dire, c'est tout. Non, mais si, c'est forcément notre faute. Non, C'est dans la relation entre... Non, mais il y a deux choses. Il y a une notion de contrat qui lie la collectivité, je me permets, monsieur le maire, la collectivité avec l'opérateur, et l'opérateur qui, commercialement, à la limite, j'allais dire, s'il y avait des acheteurs à 4 200 €, il n'y serait allé. Enfin, je suppose que vous êtes resté et que vous avez collé au plus près du prix de marché. On fait, il y a toujours, nous on ne fait pas ça non plus comme ça aujourd'hui. Il y a une étude commerciale, il y a un contexte, il y a le prix de marché qui... Et nous, ce qui nous importe, c'est qu'on puisse avoir une idée précise de l'évolution des prix tels que prévus dans le cadre du contrat de traité de concession. Et si les coûts de travaux dépassent ce que vous aviez prévu au contrat? Non, mais les coûts de travaux sont dans les contrats entre l'opérateur et les entreprises. Oui, nous, on n'intervient pas. Hein. C'est un traité de concession. C'est pas la collectivité qui est à la maîtrise d'œuvre et qui fait l'opération. Et au titre du compte rendu à la collectivité, l'opérateur doit communiquer l'évolution de ses coûts à la collectivité, tel que ça vient d'être fait la 4e fois ce soir par M. Coutances. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Ferrand? Oui, les 800 000 € sur le pôle santé, c'était la charge de qui, les 800 000 € de plus qui veulent. c'est dans le cadre des travaux globaux. Donc à la charge de la collectivité. Non, parce que la collectivité n'a rien payé des travaux. La collectivité a confié à un opérateur l'aménagement et la réalisation de cette opération.
C'est un transfert total dans le cadre de ce traité-là. Donc on n'avait pas à imposer les entreprises avec lesquelles vous allez travailler. Les négociations c'était complètement. Le seul contrat moral qu'on avait passé, c'était notamment en ce qui concerne des cellules commerciales, c'est que lorsque il y avait un acquéreur, on puisse échanger tout simplement parce que nous n'avions pas souhaité, et c'était un des éléments qu'on avait mis en avant lorsque l'opérateur a été choisi, qu'il y ait une concurrence par rapport au commerce de proximité auquel on est particulièrement attaché, tout en respectant les règles de concurrence, évidemment. Mais un échange, voilà, c'est pas sans doute ce qui a mieux fonctionné. Mais pas de la part de la collectivité. Super, des questions. Oui, donc effectivement, apparemment, on a un succès pour les commercialisations pour les cellules commerciales et de santé. Je voulais savoir combien de commerces étaient propriétaires de leurs murs, ou est-ce qu'il y a beaucoup de locataires? Alors l'ADMR est propriétaire. La personne qui fait l'esthétisme est propriétaire. Alphazoul est en location. Et madame fait ses locations également. Exactement. Pas d'autres remarques? C'est juste pour la gouverne strictement la culture générale. Le prix au mètre carré que vous avez, alors je ne discute pas sur ce dont on vient de parler, c'est des choses sur lesquelles je ne saurais pas être compétente, mais c'est juste pour avoir une indication, 3 400 € du mètre carré à Mélès, c'est un prix ordinaire, moyen, par rapport aux autres, on en est où par rapport aux autres communes par exemple? Aujourd'hui peut-être que c'est trop fort, parce que vous avez parlé d'un contexte assez compliqué. On le voit bien, nous, les prix références qu'on avait même sur d'autres collectivités, on est obligé de baisser parce que ça marche mieux, alors qu'à une époque ça fonctionnait. Donc voilà, et c'est pour ça que je parle toujours aujourd'hui d'une étude commerciale appropriée au moment où on lance la commercialisation. Ça aurait pu être 3 000, comme ça aurait pu être en effet 4 200. Voilà, c'est vraiment et après, voilà, il y a l'appétence, voir un peu comment les conditions sont réunies aussi pour la commercialisation, parce que sans commercialisation aboutie, il n'y a pas de travaux. Oui, ben ça oui. Donc il faut aussi qu'on se mette dans des conditions de réussite. Oui, c'est au moins ça dans le marché. Mais juste une remarque annexe qu'on avait fait en commission, c'est par rapport aux boîtes aux lettres qui débordent sur le trottoir. Déjà que le trottoir est pas large et donc ça empiète encore davantage. Je regardais au début de l'allée Joséphine Baker, près des parkings à vélo, il y a largement la place de mettre des boîtes aux lettres là. Et la deuxième remarque, c'est les voitures qui stationnent devant les commerces. Qui sont là, il y a une voiture qui est là depuis 7-8 jours, monsieur le maire, vous passez devant tous les jours et voilà, monsieur Maury également, je ne sais pas ce que vous faites. Les voitures sont là, usez de votre droit de police, je ne sais pas, mais faites quelque chose. Les voitures débordent sur le trottoir, les handicapés, les personnes à mobilité réduite, ne peuvent pas passer. Merci de le rappeler ce soir. Et sur les boîtes aux lettres, c'est juste pour reprendre. Oui, monsieur Maury. Oui, mais c'est pas. En ce qui concerne les boîtes aux lettres, effectivement, vous aviez fait la remarque en commission en bas et je vous avais dit que effectivement, on s'en était préoccupé déjà bien en amont parce que ça fait quelques semaines qu'on a eu des réunions de chantier à laquelle je participais, c'était la dernière. Un certain nombre de choses ont été relevées et qu'on attend. C'est aussi l'échéance du 30. On attend un certain nombre de choses et sur le stationnement et sur les boîtes aux lettres, de changer les boîtes aux lettres pour éviter que, effectivement, à cette hauteur-là, c'est pas. Donc on est bien dans la même commune. Sur les voitures, justement sur le stationnement des voitures, c'est clairement indiqué, stationnement interdit? Est-ce que cette zone-là Non mais c'est en. Non mais ça a été travaillé en commission d'équipement public de voirie, ça a été vu.
Donc ça va être modifié. D'autres demandes de précision? Bien. Donc je propose au conseil municipal, je vais reprendre ce que j'ai déjà dit et ce que nous avons dit dans nos échanges. C'est d'approuver le compte rendu annuel à la collectivité qui nous a été présenté par M. Coutances ce soir, d'indiquer dans cette délibération que nous ne validons pas la majoration proposée des prix de vente des logements en accession libre des cellules commerciales et du pôle santé, de demander que les clauses contractuelles soient respectées, notamment l'article 14 du traité de concession, le tableau de synthèse du projet, la page 16 du traité, et le prix initial du pôle santé indiqué dans les FRAC 2021, 2022, 2023. Sur ce vote, qui ne participe pas au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? 5. Oui, 5. 5. Validons. Merci Monsieur Coutances. Merci à vous. On poursuit l'ordre du jour. L'avenant numéro 4 au traité de concession du pôle intergénérationnel Agora. C'est l'objet du point suivant. Oui, Monsieur Maury. c'est un point qui a été vu également lors de la commission urbanisme du 19 novembre 2024. Merci. Par délibération en date du 26 septembre 2018, le conseil municipal a décidé de lancer la procédure de désignation d'un concessionnaire pour la réalisation du projet du pôle intergénérationnel. Je vais laisser par délibération en date du 26 juin 2019, le conseil municipal a désigné le groupement Cécile, les foyers Archimmobilier Promotion Construction en qualité de concessionnaire d'aménagement. Il a été décidé de lui confier, en application des dispositions des articles L300-4 et R300-4 et suivants du Code de l'urbanisme, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement dans le cadre d'une concession d'aménagement. Le traité de concession et toutes les pièces afférentes ont été signés le 16 juillet 2019. Par délibération en date du 1er juillet 2020, un avenant numéro 1 a été signé, portant sur la substitution de l'accessible et AIPC au profit de la SSV La Bauge, la prorogation du délai d'obtention des permis de construire par le concessionnaire et la modification des modalités de cession entre l'accessible et la CCVIA. Par délibération en date du 28 juin 2023, un avenant numéro 2 a été signé, portant sur la prolongation d'une année du traité de concession d'aménagement du pôle intergénérationnel, soit jusqu'au 16 juillet 2024. Par délibération en date du 26 juin 2024, un avenant numéro 3 a été signé, portant sur la prolongation du traité de concession d'aménagement du pôle intergénérationnel jusqu'au 30 novembre 2024. Le traité arrivant à terme le 30 novembre 2024, les parties conviennent en application des articles 5 et 22 du dit traité, étant donné que le projet sera inachevé à cette date, de prolonger sa durée jusqu'au 30 avril 2025. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'accepter la prolongation du traité de concession d'aménagement du pôle intergénérationnel jusqu'au 30 avril 2025, d'approuver l'avenant numéro 4 au traité de concession du pôle intergénérationnel aux conditions susvisées dans la présente délibération et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. On a évoqué déjà un peu dans le débat précédent. Y aurait-il des demandes de précision? M. Ferrand. 30 avril, ce sera vraiment la dernière date ou on peut envisager une autre prolongation, on aura pu faire par exemple le 30 juin ou 30 novembre, comme cette année? Non, mais on a fait le choix du 30 avril d'abord pour que les choses avancent et avancent bien, pour éviter que, alors on peut comprendre, il y a eu des soucis, hein, ils ont eu un souci avec les peintures qui ont été appliquées, l'entreprise, etc., etc. Donc ça, effectivement, il a fallu refaire, sans doute discuter avec leurs assurances, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a pris un petit peu de temps. Donc 30 novembre l'année prochaine, ça nous paraissait trop éloigné et pas suffisamment prégnant pour permettre de boucler l'opération en avril.
on en a convenu avec eux qu'avril, c'était tout à fait jouable. Nous, on est en attente de deux choses, les éléments constitutifs du prix et ce qu'on a demandé, nous, comme modification et prise en charge dans le cadre de la future cession dans le domaine public d'une partie du pôle intergénérationnel. J'ai répondu à votre... Oui, alors après, effectivement, s'il y a des travaux à faire, la période d'hiver est un peu compliquée. Oui, enfin, il n'y a plus grand-chose là, maintenant, c'est vraiment... c'est à la marge. C'est à la marge. Bien, je propose donc au conseil municipal de valider cette prolongation jusqu'au 30 avril 2025, au titre de cet avenant numéro 4 au traité de concession du pôle intergénérationnel, et de m'autoriser moi-même, mon représentant, à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? Nous le validons. Nous vous remercions. Le point suivant. Point d'urbanisme, toujours, déclaration du projet valant mise en compatibilité du Valdy-le-Minier pour l'extension de la station de traitement des eaux usées de la commune de Melesse. Bien, je ne sais pas si vous m'autorisez à ne pas tout lire, toute l'Italie des vues là. Donc, voilà, on est d'accord. Donc, alors par contre, vu l'avis de la commission d'urbanisme du 19 novembre, alors peut-être juste revenir. Vu le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice en date du 12 novembre 2024, joint à la présente délibération, vu le dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet du PUI de Valdy-le-Minier, vu l'avis favorable assorti de 3 recommandations de la commissaire enquêtrice sur le projet de déclaration de projet, vu l'avis de la commission urbanisme du 19 novembre 2024, considérant que certains points du projet initial ont été modifiés de façon mineure afin de prendre en compte les observations des personnes publiques associées à l'occasion de la réunion d'examen conjoint du 27 juin 2024 et sans que cela ne remette en cause l'économie générale du projet de mise en compatibilité par déclaration de projet du PUI Valdy-le-Minier. Considérant que le projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être adopté conformément à l'article L153-43 du code de l'urbanisme. Les éléments qui ont conduit à la mise en œuvre de la déclaration de projet sont rappelés. La station de traitement des eaux usées est classée en zone agricole, mais son agrandissement se fera en partie sur une zone naturelle et une haie préservée au titre des espaces boisés classés L113-3 à 7 du code de l'urbanisme est présente. La présente déclaration de projet valant mise en compatibilité numéro 1 du PLU a pour objet la réduction de la zone naturelle au profit de la zone agricole et la suppression d'un élément protégé au titre des espaces boisés permettant l'agrandissement et l'extension de la station de traitement des eaux usées de Melesse. La mise en œuvre de la déclaration de projet prévue à l'article L300-6 du Code de l'urbanisme permet de modifier le zonage A, de déclasser la haie existante et de classer la future haie qui sera implantée en limite nord et est du projet. Le projet public de travaux agrandissement de la station d'épuration des eaux usées a fait l'objet d'une enquête publique du 6 mai jusqu'au 6 juin 2024 en application du chapitre 3 du titre 2, information et participation des citoyens liés au code de l'environnement. Le conseil municipal responsable du projet se prononcera par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération projetée. La commune de Melesse, en tant que maître d'ouvrage, a engagé la mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUI. La mission régionale d'autorité environnementale MRAE de Bretagne, suite à la saisine au cas par cas ad hoc, a considéré que la déclaration de projet n'était pas soumise à évaluation environnementale dans sa décision numéro 2024 du 16 mai 2024. Une concertation a été mise en place selon les modalités définies par délibération du conseil municipal en date du 29 mai 2024. Aucune observation n'a été recensée sur le registre de concertation. La délibération du conseil municipal du 16 octobre 2024 dresse le bilan de la concertation menée du 4 juin au 4 septembre 2024. La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUI a fait l'objet d'un examen conjoint de l'État et des personnes publiques associées le 27 juin 2024. Le projet de mise en compatibilité a été soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 3 du titre 2 du livre 1er du Code de l'environnement. Elle s'est tenue à la mairie de Melesse du 30 septembre
2024 au 15 octobre 2024. La commissaire enquêtrice conclut un avis favorable assorti de 3 recommandations. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la déclaration de projet portant sur l'intérêt général de l'extension de la station de traitement des eaux usées, de déclarer d'intérêt général le projet d'extension de la station de traitement des eaux usées de Melesse, de demander au conseil communautaire de Valdy-le-Binier d'approuver la mise en compatibilité du PLUI de Valdy-le-Binier et de préciser que la présente délibération fera l'objet de modalités de publicité. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public au service urbanisme de la mairie de Melesse ainsi qu'au siège de la communauté de communes aux jours et heures habituels d'ouverture. La présente délibération, le compte-rendu d'examen conjoint, le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice seront transmis en préfecture au titre du contrôle de légalité. Merci. Des demandes de précision. Pardon, M. Ferrand. Non, juste, je pense que c'est intéressant que tout le monde puisse s'emparer du rapport de la commissaire enquêtrice. Effectivement, il y a pas mal de choses qui sont à retenir. Et en tout cas, ces remarques sont assez, que j'ai trouvé plutôt pertinentes et judicieuses. Voilà, donc, je pense que ça serait intéressant que tout le monde les lise. Qui était joint à la note. Absolument. Comme c'est joint, en plus, c'est l'occasion de le lire. Je soumets donc à la validation du conseil municipal. Je ne reprends pas la lecture que M. Maury vient de faire. Et donc je demande qui ne participe pas à ce vote. Qui est opposé. Moi, je me permets de vous le rappeler, peut-être que Pour moi, si Margot, on ne prend pas par votre délégation. Non. Donc qui est opposé, qui s'abstient, 4. Donc, cette délibération est validée, approuvée. La suivante, étude de renouvellement urbain, île Rouge-Côte et Saint-Germain, clôture de la concertation. Monsieur Maury. Vu le Code général des collectivités territoriales, du Code de l'urbanisme, vu la convention opérationnelle d'action foncière signée entre la commune de Melesse et l'EPF Bretagne le 28 novembre 2016 pour le projet Allée Rouge-Côte, vu l'avenant numéro 1 du 23 février 2024 portant sur la réduction du périmètre d'action foncière et la prolongation de la durée de la convention, vu la convention opérationnelle d'action foncière signée entre la commune de Melesse et l'EPF Bretagne le 13 novembre 2018 pour le projet Saint-Germain, et vu l'avis de la commission d'urbanisme en date du 19 novembre 2024. Considérant que la commune de Melesse a organisé une concertation avec le public permettant à toute personne intéressée d'accéder à des informations relatives au projet et de formuler des observations, considérant le bilan de la concertation présenté en annexe de la présente délibération, la commune de Melesse a engagé depuis plusieurs années des réflexions afin de densifier son centre-ville par des opérations de renouvellement urbain sur les secteurs Rouge-Côte et Saint-Germain. Les objectifs sont de favoriser le renouvellement urbain en centre-bourg dans le respect de la trajectoire zéro artificialisation nette afin d'éviter la consommation d'espaces naturels et agricoles, développer sur la commune l'offre de logements locatifs sociaux et en accession sociale afin de répondre aux besoins d'une partie de la population et créer un programme de logement en connexion directe avec le centre-bourg et ses équipements. Cette réflexion intègre les objectifs du PLH de la communauté de communes Valdy-le-Binier, approuvé en juin 2019, qui sont diminuer la consommation foncière, notamment par le biais du renouvellement urbain, favoriser un développement équilibré du territoire en diversifiant l'offre d'habitat et en développant l'offre locative sociale. Pour mener à bien les futurs projets d'aménagement, la commune de Melesse a sollicité l'accompagnement de l'établissement public foncier de Bretagne pour la maîtrise foncière de ce secteur. La collectivité et l'EPF Bretagne ont donc signé des conventions opérationnelles. À l'échelle des parcelles qui seront portées par l'EPF Bretagne, la collectivité s'engage à respecter les critères suivants. À minima 50% de la surface de plancher du programme consacrée au logement, une densité minimale de 50 logements par hectare pour le secteur Rouge-Côte,
sachant que pour les projets mixtes, 70 mètres carrés de surface de plancher d'équipement service, activité ou commerce équivalent à un logement, une densité minimale de 30 logements par hectare pour le secteur Saint-Germain, sachant là également que les 70 mètres carrés s'appliquent, et dans la partie du programme consacrée au logement, 25% minimum de logements locatifs sociaux de type PLUS ou PLAI. La commune a souhaité étudier plus finement le potentiel d'aménagement des secteurs Rouge-Côte et Saint-Germain afin de préciser la programmation et la faisabilité de la transformation de ces parties de centre-ville. Pour cela, elle a lancé avec la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigny en 2021 une étude opérationnelle qu'elle souhaitait mener en concertation avec la population locale, les acteurs locaux et les partenaires, qui donnera lieu à la définition d'un programme d'aménagement. Cette étude est soutenue par la préfecture d'Ille-et-Vilaine et la Banque des Territoires dans le cadre du programme Petite Ville de demain. La méthodologie proposée par l'atelier du Canal, bureau d'études qui avait été retenu, intègre une dimension de participation du public. L'étude intègre différents jalons afin de prendre le temps d'écouter la parole de chacun du diagnostic aux propositions. Ainsi ont déjà été réalisées balade urbaine 4 juin 2021 avec les élus, balade urbaine 30 septembre 2021 avec les résidents des secteurs. L'information a été diffusée via un public postage aux riverains des secteurs et les flash les 22 et 29 septembre 2021 et un atelier participatif du 9 novembre 2022 avec les résidents des secteurs. L'information a également été transmise via un public postage. Pour rappel, la concertation a pour objectif de faire connaître l'existence de ces projets à un large public, de permettre à la population et notamment aux riverains de prendre connaissance de grands principes de l'opération, périmètre, programmation, volumétrie, de permettre à toute personne intéressée de faire part de ses observations, de ses propositions ou de ses interrogations. La concertation s'est déroulée du 23 septembre au 24 octobre 2024 selon les modalités définies dans la délibération du 18 septembre 2024. Mise à disposition d'un registre d'observation au service urbanisme de la mairie pour permettre au public de noter les remarques. Publication dans les Melès Flash différents 34 à 36 et dans le Melès Magazine d'octobre 2024. Publication sur le site internet de la commune et une réunion publique le 24 octobre à 19h, salle des Iris en mairie de Melès. L'objectif de la présente délibération est de rendre compte de la concertation mise en œuvre, l'ensemble des moyens de concertation définis par le conseil municipal par la délibération du 18 septembre 2024 a bien été respectée et mis en œuvre au cours de la démarche. Cette information a permis au public d'accéder aux informations relatives au projet. Différentes observations ont été formulées. Le présent bilan met donc fin à la concertation. Cette synthèse des observations est à trouver en annexe de la présente délibération. Monsieur le maire en présente le bilan au conseil municipal. Il est proposé au membre du conseil municipal de prendre acte du bilan de la concertation présentée, d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la poursuite de la procédure, d'autoriser la clôture de la dite concertation, de préciser que conformément à l'article L 153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et sera publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article 2121-10 du Code général des collectivités territoriales. Et en annexe, il est rappelé les 20 observations recueillies sur le registre, observations du public, et la commune de Melès a organisé une réunion publique le 24 octobre, prévue par la délibération du 18 septembre 2024, regroupant une centaine de participants dans cette salle-là. Les observations recueillies dans le cadre de la concertation ont porté sur les thématiques suivantes: architecture et intégration dans l'environnement, biodiversité, mobilité, patrimoine. Alors je ne sais pas si vous souhaitez, on peut en faire une lecture rapidement. Architecture et intégration dans l'environnement. Les questionnements et remarques majeures, c'était hauteur du programme immobilier à les Rouge-Côte, intégration du projet Saint-Germain dans l'environnement, les répercussions sur le quartier Saint-Germain avec l'implantation d'habitats collectifs, la valeur immobilière des logements existants, la densification urbaine du quartier Saint-Germain et la perte d'intimité engendrée par des visiteurs. Sur la biodiversité, conservation des 4 platanes qui structurent le secteur Saint-Germain, la préservation des espaces verts et de la végétation,
et en mobilité, le déplacement de l'atelier vélo et maintien de l'activité en centre-ville, l'impact des nouveaux flux engendrés par des opérations d'habitat, l'augmentation de la circulation du stationnement et des nuisances sonores engendrées par la nouvelle voirie potentielle, le risque sécuritaire des riverains et des enfants empruntant chaque jour ces deux secteurs et la suppression du parking de la place Saint-Germain. Et sur le patrimoine, une attention sur la conservation du patrimoine architectural et la préservation des vues sur l'église et sur le manoir de Lyonnais. Merci beaucoup. Un questionnement. Bien, donc je propose au conseil municipal de valider je constate que le bilan de la concertation qui vient d'être présenté, conformément à la délibération qui avait été prise le 18 septembre 2024, de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure, d'autoriser la clôture de la dite concertation et de préciser que conformément à l'article R153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et sera publiée au recueil des actes administratifs tels que mentionnés au Code général des collectivités territoriales, qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé à cette clôture de concertation. C'est bien ça, hein, opposé à la clôture de concertation. Comment ? Je poursuis. Qui souhaite s'abstenir? Et donc, le reste valide la clôture de concertation et selon les dispositions qui avaient été arrêtées le 18 septembre. Merci. Le point suivant de l'ordre du jour, le règlement intérieur des archives municipales. Madame Marzin. Vu les cadres réglementaires et l'avis de la commission vie citoyenne et solidarité du 12 novembre 2024, vous avez trouvé en pièce jointe le règlement des archives municipales. Donc, ce règlement de consultation des archives municipales a pour objectif de permettre la consultation des documents tout en veillant au respect des lieux et des fonds mis à disposition. Les délais de communicabilité des archives municipales sont édictés par la législation. Le règlement intérieur se borne à préciser les conditions d'accueil des usagers lors des consultations de documents. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le règlement de consultation et de communication des archives municipales, figurant en annexe, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document y afférent. Merci. Vous avez pu prendre connaissance de ce règlement. Y a-t-il des demandes de précision? Je soumets donc à votre validation en vous invitant donc à approuver ce règlement de consultation et de communication des archives municipales et de m'autoriser ou mon représentant à signer tout document qui y a affaire, qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui s'abstient. En vous remerciant. Le point 6. Domaine du funéraire, reprise des concessions funéraires en état d'abandon. Madame Marzin. Donc, vu le cadre réglementaire et l'avis de la commission vie citoyenne réunie le 12 donc je présente le rapport suivant. Donc la possibilité pour une commune de reprendre des concessions en mauvais état et en état d'abandon est prévue par le Code général des collectivités territoriales aux différents articles L 2223-17 et L 2223-18 et pour la partie réglementaire aux articles R 2223-12 et R 2223-23. En effet, si par négligence du concessionnaire ou de ses successeurs, par la disparition de sa famille, il arrive que le terrain concédé revêt un aspect extérieur portant atteinte à l'ordre et à la décence du cimetière, la commune peut, à bon droit, reprendre le terrain. Une telle procédure a été engagée dans notre cimetière avec un premier procès-verbal établi le 18 février 2021 visant 50 concessions. L'aspect d'abandon total a été reconnu par ces dernières conformément aux dispositions subvisées.
La publicité, conformément à ces mêmes dispositions, a été largement effectuée, et notamment par des plaquettes apposées sur ces concessions indiquant à tout public qu'elles faisaient l'objet d'une procédure de reprise, par une information publiée dans le bulletin municipal distribué, ainsi que par des affichages réglementaires. Des personnes justifiant de leur qualité de descendant ou successeur, ou de la personne étant chargée de l'entretien de la concession, ont demandé l'arrêt de la procédure en arguant des travaux de restauration qu'elles avaient effectués. Un constat d'entretien a été dressé contradictoirement pour 8 concessions et concessions et les intérêts ont été avertis de l'interruption de la procédure. 3 années après le premier constat, un nouveau procès-verbal a été rédigé le 16 septembre 2024 pour les concessions ayant conservé ou non l'aspect d'abandon. Ce second procès-verbal caractérise l'état d'abandon de 42 concessions funéraires. Toutes les conditions requises en pareil cas, prévues par les lois et règlements, ont été rigoureusement respectées. Lors du second procès-verbal, 3 familles se sont fait connaître et ont demandé l'arrêt de la procédure en justifiant de leur qualité de descendants des concessionnaires et en s'engageant à remettre en état les concessions. 3 concessions ont ainsi été sorties de la procédure en septembre 2024 et les intéressés ont été avertis par courrier recommandé. Ainsi, 39 concessions, 30 concessions simples, 8 concessions doubles et 1 concession triple demeurent en état d'abandon. Il est proposé aux membres du Conseil d'acter la reprise de la commune des 39 concessions en état d'abandon figurant sur la liste annexée, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document y afférent, notamment un arrêté municipal de reprise qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur. Il était joint en annexe la liste 739 concessions. Demande de précision. Donc, je soumets à votre validation. C'est la reprise par la commune de ces 39 concessions en état d'abandon. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Vous pouvez valider. Merci. Le point 7 de l'ordre du jour. Bâtiment, convention de fourniture de chaleur produite par la chaufferie du nouveau collège de Melesse à la commune de Melesse pour la salle du Champ-Courtin, ou de la salle Le Champ-Courtin. Marie-Élie Glacé. Vu la convention de fourniture de chaleur passée en conseil municipal du 13 décembre 2023 et vu l'avis de la commission va du 14 novembre 2024, c'est pas cadre de vie environnement. C'est pas cadre de vie environnement, c'est la commission, c'est la commission va. Bâtiment public, voirie, Aménagement rural. aménagement rural. Ce sera juste un peu changé. Ouais. Du coup, on a vu effectivement le projet de excusez-moi que je reprenne où je suis rendue. La desserte par les réseaux de chaleur hébergé par le nouveau collège et piloté par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine pour la salle Champ-Courtin. Du coup, la nouvelle convention de chaleur propose les éléments suivants, à savoir une convention de fourniture de chaleur produite par la chaufferie du nouveau collège de Melesse et pour la salle Champ-Courtin de la commune de Melesse. La convention de compensation au département des coûts supportés pour la fourniture de chaleur à la salle de Champ-Courtin. Les explications de consommation pour l'année 2023, prévisionnelle pour 2024, ainsi que la tarification. Les consommations et l'abonnement sont qualifiés respectivement en R1 en mégawattheure et R2 en kilowattheure. Sont précisés en part fixe les frais suivants: frais d'électricité induits par la chaufferie bois, soit le coût annuel, la conduite et l'entretien, soit la maintenance annuelle, le coût de renouvellement des installations, maintenance annuelle, et la répartition des fonds d'investissement de la chaufferie, du circuit de la salle communale, qui sont des coûts ponctuels. Vous aviez en pièce jointe la convention de chaleur, vous aviez la convention de compensation des coûts supportés
pour la fourniture de chaleur et les récapitulatifs des dépenses de 2023 et de 2024. Avez-vous des questions? Donc, ça a été vu en commission du 14 novembre. Monsieur. On a déjà signé une convention en décembre 2023. Celle-ci n'en fait pas mention alors qu'elle est bien plus complète et précise que la précédente. Elle est au premier point. C'est vu la convention de fourniture de chaleur passée en décembre 2023. On ne sait pas ce qu'elle l'annule, elle l'annule pas. On fait. C'est un complément. C'est un complément. Ok. C'est un complément qui précise davantage les choses. C'est ça. Et qui précise les montants pour l'année et qui précise aussi les astreintes, les astreintes d'entretien du département. Et puis du fonctionnement et des températures de monde. La deuxième partie, c'est concernant la consommation de la salle. Oui. Puisqu'on avait envisagé l'an dernier une consommation sur 63 MWh. C'est ce qui a été annoncé comme chiffre l'an dernier en conseil municipal. Là, on a un peu plus du double, sachant que apparemment la salle a été occupée de 43% du temps. On m'étonne un petit peu sur le ratio consommation, le temps d'occupation. Parce qu'on parlait de ça à l'économe à l'époque, ce n'est pas vraiment le cas cette année, vous regardez les chiffres fournis. C'est les dépenses de la première année qui a été très chaotique, cette partie-là. Sur le fonctionnement et puis sur en fait la gestion automatique, comment ça s'appelle? Gestion technique bâtiment. Merci, GTB, c'est ça que je cherchais. La GTB n'était pas en place et du coup le pilotage était compliqué. Donc effectivement, vous avez raison, la première année on a consommé plus que ce qu'on aurait dû. Il y a les ventilations aussi qui n'étaient pas pilotées puisque la GTB n'était pas en place. Et voilà, c'est de l'ordre des, je l'espère, des ajustements de première année suite à post-travaux, première utilisation. Pour autant, l'année dernière, le démarrage, effectivement, comme vous le dites, a été chaotique puisqu'il n'y a pas un certain nombre pas de chauffage du tout. Oui, tout à fait. Ça veut dire que si on avions eu du chauffage, on aurait encore consommé encore plus. Sur ce sujet-là, c'est vrai que ça a été extrêmement chaotique en toute fin de l'année dernière, sachant que le collège, le département a modifié ses installations, entre autres de stockage de pellets, etc., pour pouvoir avoir une fonction beaucoup plus régulière cette année. Ça a été en discussion. J'ai été au département discuter de ça et on a vu ça aussi au mois de juillet, avril cette année, sur ce sujet-là, de façon à ce que l'hiver qui vient se passe beaucoup mieux. Et qu'on fasse des économies aussi. Mais là-dessus, on est aidé aussi par le département. Parce qu'effectivement, dans la mesure où c'est un bâtiment, le collège énergie positive, il n'a pas tellement besoin de chauffage. C'est vrai. C'est vrai. Ceci dit, c'est eux qui ont fait le choix d'avoir une chaudière au collège et pas à la salle multifonction qui distribue la chaleur. Ça aurait dû être l'inverse. C'est une négociation que vous avez menée avec le département. Après. C'est exact. Monsieur Ferré. J'espère vraiment qu'on fera des économies, mais quand parfois il y a des cours de gym où il y a 20 personnes dans la grande salle et qu'il faut chauffer, pour 20 personnes, et quand on voit que la salle des familles est ouverte quasiment en permanence, donc on chauffe la salle des familles alors qu'elle n'est pas utilisée. Vous voulez dire en termes de volume, on chauffe un gros volume. Avec une hauteur sous plafond très importante. Ça fait partie des ajustements, c'est pour ça que la GTB l'année dernière n'était pas maîtrisée, il faut appeler un chat un chat, d'accord, c'était sa première année d'exploitation. Là, aujourd'hui, il y a déjà une meilleure maîtrise de la GTB, sachant que de toute façon, on peut arriver à affiner ça en fonction du nombre de personnes et des activités qu'il y a dans les volumes, les différents volumes, d'accord.
Donc c'est sûr que la première année, on essuie les plates, c'est vrai que la surconsommation, j'espère que l'année prochaine, on sera beaucoup mieux. En fonction des volumes. Quand vous chauffez une salle pour 20 personnes qui fait 500 mètres carrés, ou 200 personnes, la consommation est la même. Oui, moi je voulais revenir sur le taux d'utilisation. 43%, c'est sur une année complète, avec période de vacances comprise. Où effectivement, là, on tombe à zéro sur le mois de juillet, le mois d'août. Et quand les salles sont maintenues ouvertes, enfin les portes sont maintenues ouvertes, vous le savez aussi bien que moi qu'on a quand même quelques incivilités de comportement des usagers qui font que c'est un peu regrettable. Parce que c'est effectivement les fonds, enfin l'argent public, c'est l'argent de tout le monde, hein, de nous, mais de ceux aussi qui utilisent des salles. Voilà. Et c'est regrettable. Maintenant, il y a des demandes qui sont formulées de manière précise et elles ne sont pas toujours respectées. J'entends ce que vous me dites maintenant, les portes ouvertes à l'extérieur ou les portes ouvertes à l'intérieur. Parce qu'il y a la porte extérieure, quand on n'a pas de badge, on ne peut pas rentrer. Donc il ne faut pas arriver en retard à son stage de Zumba ou de gym Pilates, sinon on reste dehors pendant une demi-heure. Il y a des tampons qui existent. Non, il y a des tampons, enfin, c'est... Moi, oui, je suis là. Pardon? Non, je pense que c'est privé de job. Et puis, les personnes qui sont à l'intérieur peuvent toujours ouvrir les portes de l'intérieur. Ouais, il faut qu'elle soit avertie que la personne est à l'extérieur. Non. Là, pour la personne qui est à l'extérieur, il y a des temporisations, il y a des temps d'accès libre et des manipulations qui ont été expliquées et réexpliquées. Sauf si vous arrivez... 3 quarts d'heure avant ou 3 quarts d'heure avant la fin du cours. Voilà. Donc ça reste à la marge, quoi qu'il en soit. Par contre, effectivement, le côté bar, où les portes sont régulièrement ouvertes, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose à voir. Bah oui, mais lorsque vous constatez, parce que vous êtes conseiller municipal comme moi, lorsque vous constatez ces choses-là, allez voir les gens qui sont dans la salle et demandez-leur de fermer. Parce que c'est l'argent de tous qui part par les portes. D'accord. Mais cela dit, ça reste peut-être à revoir avec la conception de la salle. Mais non, mais une porte, c'est une porte, monsieur Ferrand. Soit elle est ouverte, soit elle est fermée. C'est une porte d'accès pour aller quand il y a la cuisine, une porte d'accès pour aller au bar. Donc on ne peut pas la laisser fermée en permanence. On ne peut pas rentrer avec l'alimentation. Après, les gens, ils font... En général, la provision est faite avec son débat. De quoi vous parlez là? On parle d'usage de la salle en activité associative avec 20 personnes dans une salle, et vous me parlez de bar et d'alimentation. Mais... Non, mais c'est vous qui avez commencé à parler de porte, madame Martin, si je me permets. Non, c'est M. Ferrand qui a parlé des portes ouvertes. Non, c'est M. Ferrand qui a parlé des portes ouvertes. Il y a deux aspects. Il y a les portes ouvertes, effectivement, quand les gens ont d'activité ou rentrent, commencent ou terminent une activité. Et il y a la partie porte ouverte, évidemment, du côté du bar et de la restauration, là où, effectivement, il y a quand même un peu plus d'abus, si je peux me permettre, que pour les autres activités. Après, pour moi, ça relève de la conception de la salle. Comme d'autres. Un peu plus d'abus, je comprends. D'abus. Bien, la salle a été conçue pour permettre un approvisionnement par une entrée spécifique, à l'écart justement des entrées principales. C'est des règles de base de la marche en avant dans les lieux de restauration et de fabrication de repas. Oui, ça c'est respecté. Bien, je soumets donc à la validation du Conseil cette convention de fourniture de chaleur produite par la chaufferie du collège de Molès à la commune pour la salle de Champortin, en vous demandant d'autoriser la signature de cette convention ainsi que la signature par moi-même ou un représentant de tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Moi. Qui est opposé? Qui s'abstient? 5.
validons. Ensuite, il y a une série de délibérations concernant le marché public. Alors, je propose une présentation générale, et ensuite on les prendra une par une pour les valider une par une, telles que présentées à la note de synthèse. Madame Massé. Un avenant de transfert doit être conclu pour l'accord cadre relatif aux travaux de modernisation de voirie et d'assainissement public sur le territoire de la Comcom. Ça, c'est le groupement d'achat qui a été créé. Et donc, après une procédure adaptée, le marché 24T01 a été notifié le 24 juillet dernier au groupement d'opérateurs économiques composé de la société Barthélemy et Le Hagre en co-traitant. Et dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Hagre, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté par jugement du 18 septembre 2024 le plan de cession totale de la société Le Hagre au profit de la société Potin TP. Il est donc nécessaire de passer un avenant de transfert de marché comme prévu à l'article R2194-6 du Code de la commande publique. La conclusion de cet avenant n'entraîne aucune modification de l'accord cadre et n'a aucune incidence financière. Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? C'est validé. La suivante. Le suivant concerne le marché relatif à la réalisation de l'équipement multifonction du Champ Courtin et le lot numéro 1 de VRD Espace Vert qui a été notifié le 19 mai 2020 et il convient de passer un avenant de transfert de marché au profit de la société Potin TP. Merci. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Merci. Le suivant. Même chose concernant un marché relatif à l'aménagement du mail Champ-Courtin notifié le 2 octobre 2020 et il faut faire le transfert de marché au profit de la société Potin TP. Par l'avenant numéro 5. Par l'avenant numéro 5, pardon. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Le suivant. Toujours la même chose sur un marché relatif à l'extension de l'école élémentaire, lot numéro 1, terrassement VRD, notifié le 30 septembre 2022. Et de la même façon, il faut faire un avenant de transfert au profit de la société Potin. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons. Le suivant. Toujours la même chose sur un marché relatif à l'aménagement de la route départementale numéro 28 notifié le 22 février 2023 à transférer au profit de la société Potin TP. Merci. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Nous validons. Le suivant. C'est tout. Le point suivant. Le point de mise en facturation de M. Dumas. Une convention d'occupation précaire d'un logement a été donnée rue des Alleux pour une durée de 2 mois en date du 25 juillet 2024 en cas d'urgence. Et des sacs de granulés de chauffage des pellets étaient présents dans l'occupation et l'occupant en a consommé 11 sacs. Chacun des sacs présentant un coût unitaire de 10,24 €. Il est proposé de demander le remboursement de l'utilisation des sacs par l'occupant pour un montant de 112,64 €. Merci. Oui. Monsieur Feu. Le locataire est toujours en place ou pas? La maison est toujours occupée. Par le même locataire? Par la même famille. Oui. Mais comment ça se fait que c'est la... Enfin, c'est une question. Comment ça se fait que c'est la mairie qui fournit les sacs de pellets? Non, justement. Il y a eu un stockage de palettes de pellets dans cette maison propriété de la commune qui a été destinée à un usage sur une autre chaufferie bois. Et il restait des sacs dont les locataires en ont utilisé quelques-uns. Donc il me semble tout à fait logique de procéder à la facturation.
D'accord. Non, mais il reste plus de sacs là, c'est bon. Les soldes de sacs ont été transférés. Oui, on s'est transféré, donc maintenant c'est lui qui se ravitaille avec ça. Donc, pour pouvoir mettre en facturation, je souhaite la validation du conseil municipal pour approuver cette demande de remboursement de 112,64 € pour l'utilisation de ces sacs de poulet par l'occupant de cette habitation. Et de m'autoriser à signer ce document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, souhaite s'abstenir, nous validons. Le point suivant, le point 14. Ressources humaines, création de postes. Bon, je reprends le texte directement. La procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents est soumise à plusieurs conditions. Une délibération portant création d'un emploi permanent doit être prise en amont et préciser notamment le grade du futur candidat recruté. Dans l'hypothèse où le poste ne serait pas pourvu par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, il est possible de recruter un contractuel. Pour cela, il est nécessaire de délibérer sur les conditions de ce recrutement. Dans la mesure où ni le grade des agents ni leur statut ne peuvent être connus avant le choix du candidat, et afin d'être réactif et de permettre une prise de poste dans les meilleurs délais, la collectivité ouvre les différents grades du cadre d'emploi et fixe les conditions de recrutement. Dans le cas du départ d'un agent de la collectivité, le poste est déjà créé. Néanmoins, pour les raisons évoquées, que je viens de lire juste précédemment, il nous faut délibérer à nouveau en indiquant la mention création de poste avec les différents grades et statuts. Là, le point d'introduction nécessaire pour bien que chacun comprenne bien le cadre de la délibération qui est proposée au vote ce soir. Donc, le poste de responsable du centre technique municipal à temps complet, modifié par délibération du 26 février 2020 sur le grade de technicien principal de 2e classe, est actuellement vacant dans le cadre d'une mutation externe. En conséquence, il est proposé de modifier cet emploi afin de faciliter le recrutement. L'emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière technique sur l'ensemble des grades du cadre d'emploi des techniciens territoriaux, à savoir technicien, technicien principal de 2e classe, technicien principal de 1re classe. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les conditions pourront être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées aux articles que je ne relis pas du Code général de la fonction publique. Il devra justifier d'un diplôme de niveau 6 et ou d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour l'exercice des missions, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience professionnelle. Le poste bénéficiera du RICSEF défini pour le groupe G2 de la catégorie 2. Le recrutement de l'agent contractuel ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets mentionnés au texte. Ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Et donc, il est proposé au conseil municipal ce soir de créer un emploi permanent de technicien principal de 2e classe, technicien principal de 1re classe à temps complet, et de modifier par cette ouverture à l'ensemble des grades du cadre d'emploi le tableau à compter du 1er décembre 2024. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Je soumets donc à votre validation en demandant qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui s'abstient. Nous vous remercions. La délibération 15 est de la même teneur et porte sur le poste de chargé de la vie associative à temps complet, modifié par délibération en date du 5 avril 2023 sur les grades d'adjoint administratif de 2e classe et adjoint administratif de 1re classe. Ce poste sera vacant suite à un détachement de l'agent qui l'occupe actuellement.
Donc, il est proposé de modifier cet emploi dans le cadre d'un recrutement et de le proposer aux grades qui sont rementionnés dans le tableau: adjoint administratif principal de deuxième classe, adjoint administratif principal de première classe, catégorie C, donc complet. En conséquence, s'il n'y a pas de recrutement possible de fonctionnaires, il pourra être fait appel. Non, il n'y a pas de cas. Ainsi, les fonctions pourront être exercées par un contractuel de la catégorie C, c'est la suite du paragraphe sous le tableau, dans les conditions fixées aux mêmes articles du Code général de la fonction publique. La justification d'un diplôme de niveau 5 ou d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice des missions, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience professionnelle. Le poste bénéficiera du RIFSEP défini par le groupe G2 ou si stagiaire ou G3 de la catégorie C. Le recrutement de l'agent contractuel ne pourra être prononcé qu'à l'issue d'une procédure prévue par les décrets mentionnés au texte afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Il est donc proposé au conseil municipal de valider la création d'un emploi permanent d'adjoint administratif principal deuxième classe ou d'adjoint administratif principal de première classe et de modifier le tableau des emplois à compter du 1er décembre 2024. C'est également clair. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Souhaite s'abstenir? Merci. Le point 16 de l'ordre du jour, ressources humaines, distribution des publications municipales, recours à agent vacataire chargé de la distribution. Donc il s'agit de valider en tant que collectivité territoriale et établissement public qui peuvent recruter des vacataires si les trois conditions suivantes sont réunies. Recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et pendant un besoin ponctuel, et rémunération attachée à l'acte. Donc il appartient à l'organe délibérant, donc au conseil municipal ce soir, conformément aux dispositions légales énoncées, de décider par délibération du recrutement de vacataires et proposer de fixer le taux de vacation de la manière suivante, sur la base d'un taux horaire de 14,33 € brut au 1er janvier 2024. Ce taux horaire est indexé sur l'augmentation du SMIC, auquel s'ajouterait le remboursement de frais kilométriques au taux en vigueur défini par l'arrêté du 26 février 2019, fixant les taux des indemnités de mission. Il est proposé au conseil municipal de m'autoriser à avoir recours à des agents vacataires pour la distribution des publications municipales en fonction des besoins, d'adopter les propositions de rémunération mentionnées dans le texte de la délibération et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. J'ai vu M. Ferré d'abord. Non, juste à titre de renseignement, il y a 5 parutions par an, je crois, hein, si je me trompe. Ça coûte combien à peu près? 4 parutions par an. 4 selon les années ou 5 selon les autres années. J'ai pas le montant. On le rajoutera dans le PV. Oui, c'était juste. Monsieur Ferrand. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir, donc nous le validons. Et je vous remercie. À suivre les informations habituelles concernant soit liées au DIA, soit sur les arrêtés d'attribution de concessions funéraires, les informations habituelles et l'agenda prévisionnel sur novembre, décembre et Monsieur Dumas, vous voulez rajouter? Oui, alors j'ai un petit point. Il y a 2 réunions qui sont annoncées dans la salle des Iris. Oui. Le mercredi 4, donc il y en a une qui sera dans la salle des Iris, c'est la commission transition écologique et énergétique, qu'ils avaient réservé avant. Et la commission finance se tiendra dans la salle des adjoints à l'étage de la mairie. Et
tant que j'y suis, il y aura une réunion le jeudi 5 décembre qui mènera les comptes des commissions de déplacement, des commissions EDVAR justement, pour traiter des problèmes de voirie. À quelle heure? À 18h. Et ça sera aussi dans la salle des adjoints, a priori, enfin vous l'aurez dans la convocation, mais c'est probablement ça. Et on aura une commission mobilité réduite, enfin tout sera... C'est une commission de déplacement conjointe avec la commission EDVA. Est-ce qu'on pourrait vérifier que la salle est assez grande? Est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement, on avait un planning des travaux à faire pour les accès handicapés, tout ça, là on avait fait ça il y a quelques années. Alors normalement les commissions sont préparées c'était réparti sur 9 années. Oui, je pense qu'il faudra effectivement attendre la prochaine parce que là les pièces sont prêtes à partir. Faire le point sur ce qu'a... Bien entendu. Tout à fait. Donc le 5 décembre. Est-ce qu'on pourrait réutiliser peut-être ces informations de réunion, etc. À 18h, Marie? Oui, en invitation. Ce sera dans les convocations. Hein. Les convocations partent demain, donc vous aurez les données dans les convocations. C'était juste comme on avait annoncé qu'il y avait des petites modifications. On a préféré le signaler maintenant. J'ai une question là sur les DIA, le numéro 49 concernant le jeu des chaînes, 4888 mètres carrés. Oui. C'est des mètres carrés du foncier de la résidence Phébus. C'est-à-dire que quand il y a un appartement qui est vendu, ils indiquent la surface. C'est la copropriété globale qui est indiquée. Sinon, c'est déjà belle. Pour faire ménage, c'est payé. Marzin veut préciser. Oui, pour les membres qui siègent au conseil d'administration du CCAS, vous avez eu connaissance par mail du déplacement de la séance de mardi, enfin hier, au 11 décembre à 18h30. Merci de... Et Monsieur Maury a entre les mains. Vous êtes tous et toutes conviés et invités aux festivités, chaleureusement bien sûr, de Noël. Donc ça démarre le 5 avec les illuminations et puis la présence de beaucoup d'enfants, et les tours de calèche se feront le 5 autour de la place de l'église. Le 6 c'est le marché de Noël, vous avez tous les exposants, et je regarde mes collègues de la commission d'Eveco. On a eu des choix à faire parce qu'il y avait énormément de demandes, donc le marché sera bien rempli, et le 7 décembre le concert à 18h à l'église Saint-Pierre. Merci. Bien, ceci clos, donc Une dernière chose, il y a des vœux de la CCDI de programmer. Oui. Vous avez une date, s'il le lundi, c'est pas le premier. Le lundi là. Non, moi j'ai le lundi 13 janvier. Lundi 13. Le lundi 13. Je cherchais la date, c'est le lundi soir. 13 janvier. Merci. Bien, ceci clôt la séance du conseil municipal de ce soir. Je vous remercie.